D'inviter Gamal Abina. Bonsoir Gamal, bonsoir. Vous êtes à nouveau en notre compagnie, bienvenue sur Canal Algérie. Je rappelle que vous êtes analyste politique, spécialiste des questions internationales. Abdelkader Soufi, politologue, spécialiste des questions sécuritaires et stratégiques, est également notre invité. Bonsoir Monsieur Soufi, merci d'avoir accepté notre invitation. Kamal Mensari, de retour parmi nous, bonsoir. Kamal Mensari, directeur de publication du Jeune Indépendant et consultant de Canal Algérie. Et depuis Genève, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Hicham Lahmisi, analyste géopolitique. Bonsoir Hicham Lahmisi. Vous êtes également secrétaire du JIPRI, l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Merci d'être parmi nous. Alors, je le disais donc, au cœur du débat de ce soir, la stratégie de l'extrême droite, celle de mettre de l'huile sur le feu lorsqu'il s'agit de l'Algérie. Et c'est d'ailleurs ce qui a attisé les tensions entre l'Algérie et la France ces derniers jours. Dans son interview à l'Opinion, le président de la République a parlé d'une minorité de forces rétrogrades. Il a d'ailleurs cité nommément quelques personnalités qui en font partie et qui se sont dernièrement attaquées à l'Algérie. Alors, selon vous, messieurs, quels sont véritablement les motifs derrière cet acharnement continu de cette extrême droite en France contre l'Algérie? Gamal Abina. D'accord. Il faut commencer par les fondamentaux. Qu'est-ce que l'extrême droite française? Elle existe puissamment au début du siècle dernier avec Drumeau, qui est un député d'extrême droite antisémite, qui sera député en Algérie et qui donnera lieu à une centaine de juifs assassinés. Il faut se rappeler quand même l'antisémitisme virulent d'extrême droite traditionnelle. Oui. Ensuite, cette extrême droite monte en puissance. Il y a les maurassiens et tout un tas de courants comme ça, royalistes et autres, qui sont en train de l'alimenter. Puis elle s'éteint littéralement à la Seconde Guerre mondiale. En 1945, on ne veut plus entendre parler du pétainisme, de l'extrême droite, des royalistes et de tous ces courants antisémites. Et après, la guerre d'Algérie arrive 9 ans plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une résurgence de l'extrême droite. En 1953 déjà, il y a l'apparition d'un personnage qu'on appelle Pierre Poujade, donc qui est un véritable populiste qui tend vers l'extrême droite et qui vit aussi antisémite. Et dans son équipe de Pierre Poujade, il y a Jean-Marie Le Pen, un homme qui est connu pour avoir été député, mais surtout un sanguin qui aimait la guerre, qui part faire la guerre volontairement, qui s'engage en Indochine, qui s'engage évidemment en Égypte en 1954 et qui s'engage donc en Algérie. Donc cet homme est virulent par rapport à la question algérienne. Pourquoi? Parce que l'empire français asiatique s'effondre et qu'il ne veut pas perdre l'empire africain. Donc cette extrême droite se fonde sur cette perte de l'Algérie. Elle la perd en 62, très bien. 10 ans plus tard, 72, création du Front National. Oui. Et vous voyez, pour la petite histoire, le Front National qui est créé 10 ans plus tard en réaction à la perte de l'Algérie. Ça n'est pas un hasard. Ce Front National, qui est un ramassis de groupuscules identitaires, de groupuscules violents royalistes, de groupuscules évidemment des Waffen-SS, donc c'est fameux SS en armes, de l'OAS. Et bien ce Front National se fonde même dans le nom. Il y a un vice de la part de Le Pen, par opposition au Front de Libération Nationale, FLN. On retire le L de Libération, on fait Front National. C'est vous dire que la logique de Le Pen et de son équipe, qui sont beaucoup d'anciens d'Algérie française, les FAF comme on les appelait, les Français d'Algérie française, les gens de l'OAS, tous ces gens-là ont une haine au cœur qui est verrouillée. Mais en 72, ils ne pèsent rien. Et cette montée en puissance sera alimentée d'abord par M. Mitterrand, qui était aussi un homme qui était pour l'Algérie française. Très clair, il faut remonter l'extrême droite. Et elle va exploser littéralement en 2002 avec Jacques Chirac, cette confrontation Chirac-Le Pen, deuxième tour. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas encore cette lepénisation des esprits. Il n'y a pas encore l'idée de se dire que les idées crasses de l'extrême droite puissent être distillées dans la société française, avec l'idée de se dire retour de la haine anti-algérienne. Parce que pendant 20 ans, on ne parle plus d'Algériens, on parle d'islam. On parle d'islamophobie. On cible indirectement les Algériens. Donc pendant 20 ans, on n'en parle plus. Puis aujourd'hui, une résurgence de ce racisme évident qui n'est même pas motivé par des faits, mais surtout qui arrive avec des gens comme le Driancourt, cette espèce de demeuré qui se prend pour un génie parce qu'il passe son temps en première scène de l'Algérie partout où il peut. Et surtout, le ministre de l'Intérieur qui se positionne comme une sorte de ministre des Affaires étrangères et qui, dès sa première prise de parole, dit quoi? Il dit pas « je m'intéresse à la sécurité du pays, je ne vais pas m'intéresser au terrorisme ». C'est pas ça qu'il dit. Il dit accord 68, tout de suite. Oui. C'est son premier propos. Les accords 68 qui sont marginaux, il ne parle que de ça. Et c'est là où on voit que l'extrême droite qui arrive à la tête, je rappelle quand même que cet homme a eu des positions extrêmement racistes il y a un temps, en disant que les gens issus d'immigration faisaient une sorte de régression ethnique vers leur culture. Donc quand on entend ça, on parle de racialisme. Eh bien cet homme-là était à la manœuvre et c'est à cause de lui d'ailleurs que la tension commence à augmenter. Alors on voit que ça dépasse la politique, c'est devenu même historique et même une sorte d'idéologie, Abdelkader Soufi. Oui, bon, additivement à ce que disait
Gamal, au fait, donc, tout cela est venu dans un contexte. Et ce contexte, c'est un contexte socio-économique qui a fait que la déperdition de la classe politique aujourd'hui en France a été sujette à la montée de l'extrême droite qui a trouvé, donc, j'allais dire, un bon sujet pour gérer la crise. Donc c'est la gestion de la crise par la crise. Il n'y a pas mieux que l'Algérien et l'Algérie. Je dis l'Algérien et l'Algérie, je parle des Algériens qui vivent en France, qui sont intégrés et qui sont français à part entière, en plus des autres qui ont immigré et qui sont là. Donc, le problème a conduit à une impasse politique. Cette impasse politique, je dis que autrefois, les Français quand même étaient humbles, nous disons dans les coulisses, humbles dans leur, j'allais dire, dans cette façon d'être ennemis de l'Algérie, même dans les périodes de disette. Sauf que aujourd'hui, on n'a plus les hommes d'État, on a des hommes de service ou des hommes vassals qui sont à la salve de groupes, je dirais occultes. Elles ne sont même pas occultes. Pratiquement, c'est l'extrême droite qui manipule au détriment des intérêts de la France. Même car, moi je crois que le président de la République a été sage en disant que quoi qu'il en soit, je garderai toujours le fil de Mouawiya. Oui. Le fil de Mouawiya, ça veut dire que ce ne serait pas moi qui couperai les ponts entre l'Algérie et la France, car nous savons que nous avons une histoire avec tout ce qu'elle a engendré de maux, mais nous avons aussi quelque part un patrimoine commun, nous avons de la ressource humaine commune, nous avons cette possibilité de pouvoir construire, mais sainement, à condition, bien sûr, vous n'allez pas sans penser que l'Algérie d'aujourd'hui est celle d'hier. Je crois que c'est ce qui chiffonne le plus aussi. L'Algérie est sortie subitement pour les Français en annonçant la couleur. Donc une puissance régionale, elle l'est politiquement, diplomatiquement, elle l'est économiquement et elle l'est sécuritairement. Alors que la France a perdu sur tous les fronts, politiquement, diplomatiquement. Elle a été abandonnée par les Américains. Donc, il n'y a plus de ce rôle de pivot français au profit des Américains, mais surtout en plus. Donc, l'ensemble de la crise multidimensionnelle qui touche la France fait qu'on fait dans l'amateurisme. C'est plus, je dirais, de l'excès de zèle. On réfléchit après coup. Et nous l'avons vu souvent, ces outputs contradictoires. Et le président de la République l'a aussi insinué, la France n'est pas ce qu'elle était avant. Kamal Mansari, quelle est votre analyse sur les motifs de cet acharnement, de cette campagne de dénigrement virulente contre l'Algérie? Pour répondre à votre question, j'aimerais justement rebondir sur ce qui a été dit par Kamal et Soufi. Donc il y a deux... qu'est-ce qui a poussé, c'est-à-dire l'extrême droite, à prendre cette ampleur, devenir un phénomène sociétal en France? Bien évidemment, même en Europe, en Angleterre ou en Allemagne. Donc là, il y a toute une atmosphère, tout un terrain qui a été préparé justement pour que cette extrême droite trouve un terreau au sein de la population et devient une force politique majeure. Oui. Il y a cette alliance qui s'est... Parce qu'il faut bien préciser que l'extrême droite n'est pas la seule force politique qui s'en prend à l'Algérie. Donc il faut rappeler aussi qu'il y a les lobbies sionistes aussi. Oui. C'est cette alliance entre le sionisme et l'extrême droite qui a donné lieu à ce que l'extrême droite devient vitrine de ce discours haineux et revanchard à l'égard de l'Algérie. Je dis bien que ceux qui sont détenteurs du pouvoir, les détenteurs des médias et de l'argent, se déclinent sur la rubrique du sionisme et ils sont pro-israéliens. Oui. La déclaration le 30 mai dernier de Marine Le Pen, lorsqu'elle a dit que le Front National, qui était à l'origine, enfin l'extrême droite qui était à l'origine antisémite, et nazi par naissance, est devenu subitement, et par quel miracle idéologique, devenu
une force, un allié du sionisme. Parce que dans les deux doctrines, le sionisme et l'extrême droite, il y a cette puissance du lamp blanc ou bien du juif pur, c'est-à-dire la purification des races. Donc ils sont dans cette logique-là. Aujourd'hui, si l'extrême droite a pu arriver à prendre cette ampleur en France, c'est parce qu'il a trouvé d'abord les médias qui le soutiennent, il a trouvé le discours qui le nourrit, notamment pris en charge par ceux qui étaient contre l'islam. Et lorsque l'extrême droite a pris en charge, a endossé la lutte contre l'islam et l'islamisme ou tout ce qui est représenté par les Maghrébins ou par les étrangers musulmans en France, elle s'est associée à ce sionisme. Donc c'est pour cela. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, par exemple, ceux qui gravitent sur les plateaux de télévision, comme Elisabeth Lévy, qu'elle est de l'extrême droite, elle est plutôt sioniste. Donc nous sommes dans une logique d'alliance qui aujourd'hui favorise ce discours. Maintenant, pourquoi cet acharnement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive aujourd'hui? C'est vrai que lorsqu'on étudie l'histoire de l'extrême droite ou du sionisme, on voit deux objectifs communs qui se répètent depuis des années. Lutter contre les migrations parce qu'elles constituent un épouvantail pour la France, c'est-à-dire dire que c'est les migrés qui volent le pain du français, c'est partout dans le monde, mais elle est très pointue et très prononcée en France parce que non seulement il s'agit d'un émigré qui vole le pain du français, mais qui en même temps essaye d'imposer sa culture et sa religion. Il y a une sorte d'antise. Oui, c'est pour cela qu'on voit, lorsqu'on lit par exemple le livre de Michel Houellebecq, La Soumission, de quoi on parle? Ça parle justement de cette menace. Le livre fiction parle de quoi? Il parle d'un président issu de l'immigration, Mohamed Ben Issa, fils d'épicier tunisien, qui devient président du front, à la tête un parti qui s'appelle Fraternité Islamique. Donc on est en train de conditionner les gens. D'ailleurs, le livre a été un best-seller, il a été vendu, il est devenu parmi les 100 meilleurs livres en France. Mais il a été en même temps décrié par une certaine catégorie d'intellectuels. Il n'y a pas de problème, mais dans les milieux racistes, il est devenu une référence. C'est-à-dire, voilà, nous avons une preuve que ce scénario est possible. C'est-à-dire la date qui a été choisie, 2022. Pourquoi? C'est parce que lui-même, dans cette livre fiction, le musulman va imposer la charia. Et donc c'est cet embrigadement permanent, ce battage médiatique anti-musulman, et de dire que la France est menacée par l'islam et par l'immigration, parce que ce musulman, il n'est pas tchétchène, il n'est pas turc, il est maghrébin. Donc le danger vient du Maghreb. Algérien aussi. Non, c'est-à-dire, dans le film, il est tunisien, mais il est maghrébin, algérien par la suite, parce que maintenant, si l'Algérien est ciblé, c'est parce qu'il répond il a deux critères. Il est immigré et en même temps, il est musulman, même s'il est né en France et que peut-être n'est-il pas musulman, mais le fait que les migrés issus d'Algérie, c'est une menace sécuritaire avec doublement, c'est-à-dire islamique, et justement immigration. Alors on a compris à travers votre analyse, Kamal Mensari, ça va au-delà de l'extrême droite. Il y a ce rapprochement entre d'autres réseaux, avec d'autres réseaux tels que les réseaux sionistes. Il y a aussi également cette campagne médiatique qui est menée sur les plateaux télé. Je vais justement donner la parole à Hichem Lahmisi. Vous êtes à Genève, mais vous observez la scène politique en France. À quel moment on a commencé à sentir on va dire cette montée on va dire de cette campagne anti-algérienne en France? Alors, moi j'aimerais dire tout d'abord que campagne anti-algérienne en France, d'un certain point de vue, il y en a toujours eu, en ce sens où la construction même d'une image de l'Algérie, eh bien, elle s'est faite dans le cadre de la création d'une image de l'ennemi, en quelque sorte, qui prend ses racines très loin dans la période coloniale et qui se poursuit en fait au-delà de l'indépendance, comme très bien rappelé les invités présents, et qui fabrique en fait un imaginaire très particulier dans les représentations, seulement de l'algérien, mais plus globalement de l'arabe et du musulman. Donc pourquoi je rappelle ça? C'est parce que c'est dans ce contexte que l'on doit analyser
la campagne aujourd'hui qui vise tous particulièrement les Algériens. Il y a également une campagne informationnelle, une campagne de guerre informationnelle très violente à l'encontre de l'Algérie. Et c'est quelque chose qui n'est pas tombé du ciel, qui a été préparé. Un personnage aussi médiocre que Driancourt, si vous regardez bien les faits, n'avait aucune vocation à faire les plateaux de télévision, tant ses qualités oratoires sont nulles, sa personnalité est faible, et son profil en réalité n'est absolument pas vendeur dans les médias, mais on a créé une image médiatique parce qu'on a préparé en fait cette campagne anti-algérienne. Alors pourquoi cette campagne anti-algérienne? De mon point de vue, elle répond à plusieurs facteurs, plusieurs raisons. La première, c'est que, comme l'a rappelé M. Soufi, très justement, la France traverse aujourd'hui une grave crise économique, sociale, mais également une crise politique. Et en fait, l'Algérien représente une sorte de bouc émissaire désigné. Et en fait, aujourd'hui, le régime français est en train de jouer, en quelque sorte, la carte de la guerre ethnique, la guerre raciale, la guerre religieuse. Et en fait cherche simplement un bouc émissaire pour faire oublier l'incapacité du leadership français de réussir à relancer l'économie, à offrir en fait un projet de société, des projets économiques qui soient viables. Et ce point de vue-là me semble très important. Il y a un autre élément aussi à prendre en considération dans cette campagne anti-algérienne, c'est qu'aujourd'hui les orientations en matière de politique étrangère et de politique économique de l'Algérie dérangent très sérieusement en fait la France. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, le premier investisseur en termes d'idées en Algérie, c'est pas la France, c'est même pas la Chine, ce sont les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle en France. On n'arrive pas très bien à comprendre parce qu'on est dans des logiques d'alignement stupide. On est ou du blanc ou du noir, ou avec l'Est ou avec l'Ouest, pour faire très simplement. Et l'Algérie, elle est dans un autre paradigme. Il y a un paradigme d'alignement ou de multi-alignement, vous appellerez ça comme vous voulez. Et en fait, le fait qu'un certain nombre de pays qui hier étaient plus marginaux dans leur présence en Algérie, en fait, gagnent de l'importance, dérange. On peut citer également l'Italie et l'Allemagne. Donc l'Italie, qui est l'un des principaux partenaires économiques de l'Algérie et surtout il y a une politique énergétique extrêmement importante et puis cette logique de co-développement avec l'Algérie qui avait été d'ailleurs parfaitement théorisée par l'ancien ministre de l'économie, M. Bourg, qui avait proposé à son époque une politique un peu novatrice en direction de l'Algérie qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'il a démissionné et le contexte en Algérie n'était pas favorable à l'investissement, explique également entre guillemets, cette campagne informationnelle agressive à l'encontre de l'Algérie. Il y a aussi le jeu de l'Allemagne aujourd'hui qui veut supplanter la France en Algérie. Et puis il y a d'autres éléments à prendre en considération qui relèvent un peu de la psychologie d'un certain point de vue. Et moi, je vais vous le dire très honnêtement et très directement. C'est autant la France aujourd'hui se ridiculise dans sa relation avec les États-Unis, se fait humilier d'une façon absolument honteuse par Israël, où vous voyez des gendarmes français mis à terre comme des chiens sur un territoire consulaire ou diplomatique qui est assimilable à un territoire français, et une France qui est incapable de... En fait, les Français essaient de montrer les muscles devant tout ce qu'il leur reste, c'est-à-dire les pauvres Algériens en France, et également l'image de l'Algérie qui est déjà salie, j'allais dire, dans les médias et entretenue en ce sens. C'est véritablement un aveu d'impuissance. Hicham Lahmisi, vous avez cité le cas de l'Italie. Ce qui est curieux, c'est que l'Italie est gouvernée par l'extrême droite. Ce n'est pas la même chose. Et le président de la République l'a d'ailleurs dit dans son interview. Gamal Abina. Allez-y, Hicham Lahmisi. Sur Meloni, on est dans un cas particulier, c'est-à-dire qu'elle est assimilée à l'extrême droite en Italie, et le paysage politique italien, qui est en plus un régime de type parlementariste, est très différent en vérité. On peut assimiler Meloni plutôt à une forme de droite semi-identitaire, mais qui reprend des éléments de la droite classique française. Mais surtout, c'est qu'au-delà de ça, Meloni est également dans son paradigme politique une souverainiste. Comme l'Algérie est souverainiste,
en réalité, le dialogue est facile entre l'Italie et l'Algérie. Et puis, il y a peut-être le volet historique. Voilà. Ce n'est pas pareil, Gamal Abina. Là, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur l'extrême droite. Il y a des extrêmes droites, il n'y a pas une extrême droite. Oui. L'extrême droite occidentale, c'était une extrême droite qui n'était pas, que ce soit l'Espagne avec Franco, Salazar au Portugal ou l'Italie, l'extrême droite donc du sud de l'Europe. En règle générale, c'est pas une extrême droite racialiste, c'est une extrême droite militariste. Elle se réclame de Mussolini, Meloni. Donc Mussolini, il faut bien se rappeler dans l'histoire qu'il n'est pas du tout raciste. Hein. Il y a même des juifs dans son mouvement à l'époque. C'est un type qui va fonder ce qu'on appelle les fascistes, les faisceaux, c'est comme ça que ça s'appelle au départ en Italie, et qui va le faire alors qu'il vient de la gauche. C'est un journaliste qui était de gauche. Donc Mussolini fonde ça, mais en aucun cas, sa maîtresse par exemple était juive. Jusqu'en 1940, il n'y a pas de problème. Quand les nazis prennent le relais d'Italie, qui prennent le contrôle de l'Italie, là, ils vont mettre les lois racialistes. Mais elles n'existaient pas avant. Donc cette extrême droite italienne est une extrême droite effectivement souverainiste, indiscutablement, ce que faisait Mussolini d'ailleurs, une extrême droite industrialisante, qui est prête à travailler avec d'autres partenaires, et on voit bien... Favorisant les intérêts. Tout à fait. Oui. Ses intérêts, puis même les intérêts partagés. Et quand Meloni va voir le président algérien, par exemple, elle lui fait la bise avec un sourire, elle n'a pas la haine au cœur. Quand il y a les 500 000 étrangers dont elle disait qu'elle voulait les mettre dehors, elle les régularise, c'est parce qu'elle a besoin de travailleurs comme en Allemagne d'ailleurs. Donc cette extrême droite italienne ne peut pas être racialiste parce que traditionnellement elle n'est pas. Alors que par contre l'extrême droite française, on peut en parler, allemande, autrichienne, roumaine, on peut y aller, même anglaise, l'UDC par exemple en Suisse, c'est des extrêmes droites racialistes. C'est-à-dire que le ferment lactile de ces gens-là, c'est quoi? C'est se dire l'étranger est un problème, c'est lui, notre bouc émissaire, on va taper dessus parce qu'il est le mot de toute la société. L'Allemagne par exemple nazie, il y a une centaine d'années, elle disait quoi? Elle disait, quand ça monte en puissance, le juif et notre valeur, c'est ça le slogan qui était dit. Donc on a tapé sur ces malheureux parce qu'on disait qu'ils étaient les responsables de la crise économique par Wall Street, parce que c'était soi-disant des gens qui étaient plutôt du côté de l'Est, des gens qui voulaient faire tomber la République allemande au profit du bolchevisme. Donc ces deux aspects qu'on a mis sur les juifs, on les chargeait de tout. Mais en vérité... En France, c'est différent. En France, on est sur quelque chose de très sale, parce qu'on est sur une France racialiste. L'extrême droite traditionnelle, je parle du Drummond par exemple, était un raciste. C'était ce qu'on appelait les anti-Dreyfusards, excusez-moi. Donc Drummond veut taper sur les juifs parce qu'il il a un journal d'ailleurs qui publie à l'époque, qui s'appelle Libre Parole et qui va à fond les manettes. Il va écrire, je crois, un article ignoble sur la France en juivaire, c'est un truc qui est pas mal. Et ce Drummond va être rejoint par tous les courants royalistes qui sont aussi antisémites, puisque les royalistes considèrent que c'est les juifs qui ont pris leur pouvoir. Tout à fait, les bourgeois, mais les royalistes, c'est vraiment, ils ont la haine des juifs parce qu'ils considèrent que les juifs sont légalisés par la Révolution française. Donc c'est les ennemis. Et donc pour dire quoi? Pour dire que cette extrême droite racialiste a un problème avec la race étrangère. Parce qu'il ne faut jamais oublier deux choses. Et là, j'invite tout le monde à s'intéresser à ça. Les deux fondamentaux de l'extrême droite raciste française, car elle a quasiment fait naître le nazisme. Il faut le savoir. Les gens ne savent pas ça. S'il n'y a pas les idéologues français que sont Lapouche, qui est un ignoble raciste, et que sont qui était comment ça, le comte de Gobineau, donc qui était quand même un responsable de l'État français, c'était un haut diplomate. Et ben il écrit un livre sur l'inégalité des races, enfin un traité en 7 volumes sur l'inégalité des races, pour dire les races, il y a des races supérieures et inférieures. Ouais. Et bien ces gens-là vont nourrir le nazisme. Donc cette extrême droite racialiste, elle est propre à l'Europe du Nord surtout. Et c'est en ça qu'il faut dire, faut pas tout confondre. Moi, l'Italie, je mets de côté. Parce que l'Italie, on voit bien que ça se passe très bien, ils font les transferts de compétences, ils investissent, tel en 6, on a tout un écosystème économique qui se met en place avec une relation de gagnant à gagnant qu'on n'a pas avec malheureusement la France et qu'on peut avoir avec l'Espagne évidemment, mais qu'on n'a pas avec la France et qu'on aura sans doute avec les États-Unis et qu'on a avec l'Allemagne. Donc c'est le problématique principal, et ça a été dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est que la France va mal. Comme il y a 100 ans, il y a 6 millions de chômeurs, ça rappelle les choses, il y a un pays qui est en dérive économique, et M. Macron, il a commis une faute. Après 2022, il a dit on va réindustrialiser la France, ça n'a pas marché. Les industries n'arrivent pas, parce que le pays coûte trop cher, trop d'impôts, trop de charges. Donc à partir de là, son échec économique est consommé, il reste quoi? Il reste de montrer, alors pas lui, mais tout le système, l'étranger. Donc le contexte a changé, l'Algérie dans le collimateur de l'extrême droite en France, Hicham Lahmisi l'a dit, Abdelkader Sofi et Kamal Mounsari, l'Algérie, les positions de l'Algérie dérangent. L'Algérie qui est membre non permanent au Conseil de sécurité offre sa tribune à la Palestine. Cela peut déranger les réseaux soutenus par l'extrême droite. Je ne pense pas que c'est pas le sujet principal qui fait réagir l'extrême droite française ou le sionisme en France. C'est antérieur à ça, c'est-à-dire c'est presque, je dirais, le palmarès de l'extrême droite française ou du sionisme, c'est l'algérien
tout ce qui est musulman et tout ce qui est étranger. Donc nous sommes dans cette logique-là. Donc la question des positions algériennes, elles existaient depuis longtemps. Bien évidemment, lorsque l'Algérie a décidé d'être socialiste, on nous traitait en France de misérables, et lorsqu'on est parti, on a tourné vers les années 80 et on voulait se libérer, on nous accuse de terroristes. Ouais. Donc vous voyez, donc il y a cette posture qui existe depuis longtemps en France, faisant de l'Algérien comme toujours un être inférieur. Et cela, ça a été aussi... C'est pour ça que quand on se rappelle des propos tels que ceux de Jules Ferry, qui disait en 1881, il disait « nous avons le droit de civiliser les peuples. » Le devoir, c'est pire, le devoir. C'est un devoir, c'est-à-dire le devoir, donc c'est presque une philosophie et une doctrine. C'est comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Je peux citer exactement. Il a dit les races supérieures, c'est très rare. Le devoir, les races supérieures, donc eux, ont le devoir de civiliser les races inférieures. Et là, c'était pas simplement pour l'école, c'est-à-dire pas pour scolariser les gens. On nous voit toujours comme une race inférieure. Oui, donc il fait partie de cette conclave de racistes. Il faudrait rappeler une chose, que le raciste et le racisme relève de la mauvaise éducation. Un raciste par naissance est mal élevé. Ça, on n'a pas le droit. De quel droit allons-nous haïr ou détester quelqu'un pour sa race, sa religion? Donc, à l'origine, c'est une mauvaise éducation. Donc, mais pour revenir aux positions algériennes, mais les positions algériennes, on peut se mettre d'accord avec la France ou être pas d'accord avec elle, avec d'autres pays qui sont peut-être nos partenaires, mais ce n'est pas ça les raisons. Ce ne sont pas les positions de l'Algérie qui dérangent. Ils peuvent déranger un certain temps dans un débat pour la question palestinienne, mais nous sommes attaqués pas pour nos positions, nous sommes attaqués pour ce que nous sommes. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose qui revient depuis l'indépendance. C'est-à-dire, les gens qui nous attaquent aujourd'hui, ce sont les mêmes qui nous ont assez avilis, ce sont les mêmes qui nous ont soumis pendant 132 ans à l'esclavagisme. Nous étions tellement interdits de voyager en Algérie, parce que pour voyager en Algérie à l'époque coloniale, il fallait un titre de voyage, et notre voix, dans la voix de l'Algérien, ne comptait rien devant celle d'un Français. Donc c'est ce racisme, sur cette supériorité acquise de je ne sais comment que les Français aujourd'hui nous regardent. C'est pour cela quand ils nous parlent, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire quand vous entendez, ce qui est stupéfiant aujourd'hui dans la classe politique française, c'est ce niveau médiocre, c'est la médiocrité dans l'analyse ou dans le traitement parce qu'il y a des codes entre les gouvernements. On ne peut pas aller dire n'importe quoi, par exemple l'interdiction de visa, ou bien comme aujourd'hui Estrosi qui dit il faut surveiller les comptes il faut surveiller les comptes des Algériens pour leur interdire. Donc quand on a ce genre de réaction et ce genre de propos, et lorsque certaines disent que l'Algérie c'est une catastrophe, c'est un dictateur, que le président Tebboune ne vaut rien, que c'est les militaires, carrément dans l'insulte. Non, il n'y a pas d'argument, c'est-à-dire l'argumentaire n'existe pas. Nous ne sommes pas dans le débat dans lequel, si on n'est pas d'accord dans les positions politiques, donc que vous le citez, on peut s'engager dans ce genre de débat. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on est quoi? On est dans la diatribe, on est dans la haine et on est dans la racisme. Sophie. Oui, écoutez, moi sur les positions de l'Algérie, je parle. Oui, mais il n'y a pas que la position de l'Algérie. Moi, je rejoins Kamel et Gamal. Au fait, the lost heaven, voilà, c'est le paradis perdu. Ils ont été ici, ils ont essayé avec tous les moyens. Vous savez, la solution finale contre les Algériens, l'enfumade, la terre brûlée, toute forme d'éradication de l'Algérie, ils l'ont tenté. Mais en contrepartie, ils n'ont trouvé devant eux que des Algériens beaucoup plus forts. Aujourd'hui, l'Algérie revient sur la scène internationale. Grandi, il ne faut pas oublier que nous avons été sujets au terrorisme international seuls pendant plus d'une décade, où toutes les formes de terrorisme ont été essayées en Algérie. Et la France nous a fermé les portes. Exactement. Elle nous a non seulement fermé les portes, mais elle a été derrière. Elle a soutenu le terrorisme jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, cette Algérie qui revient en force, mais il faut voir le PIB algérien. Il faut voir le PIB français. Quand vous voyez, vous dites qu'il n'y a pas photo. Mais en contrepartie, c'est un pays qui a plus de 3 000 milliards de dollars de dette. Oui. Et en plus, il est en train de perdre partout. Les plus grandes sociétés françaises, elles ont disparu. Aujourd'hui, il y a un transfert de fonds vers les États-Unis d'Amérique. Il y a une délocalisation monstre. Ce qui fait que
L'Algérie leur échappe quelque part. Oui, mais non seulement elle leur échappe, mais elle vient sur la scène internationale comme un acteur principal. Kamel l'a dit. La relation algéro-américaine, elle dérange. Comment que ça se fait aussi et qu'il y ait cette relation entre les Algériens et les Américains? C'est parce que l'approche ou la doctrine algérienne est de se positionner à la même distance des grandes puissances avec une action souverainiste. Ça veut dire que cette souveraineté dans la décision et dans la relation, on va dire, horizontale avec les États, fait que l'Algérie, elle est rentrée dans la cour des grands. Et le fait qu'elle soit positionnée dans cette cour des grands, dans un nouvel ordre mondial, cela dérange. Parce que le président de la République l'a dit, il a parlé d'une puissance africaine, puissance oui, occidentale. mais elle dérange. Lorsqu'on parle de l'Algérie dérange, il ne faut pas qu'on se focalise seulement sur la France. Oui. Parce que l'extrême droite, son objectif c'est quoi? C'est d'affaiblir l'Algérie par rapport au Maroc. Il faudrait se rappeler que ceux qui ont poussé Macron à aller faire un rapprochement avec le Maroc, c'est bien l'extrême droite. Oui. C'est elle qui lui reprochait de faire trop de concessions vers l'Algérie et lui dire que voilà, parce que Macron pensait que sur le plan électoral, il avait obtenir des gains. Je vous concède cet alignement avec le Maroc sur le Sahara occidental, mais en même temps, je pourrais gagner, mais ça a été mal calculé. Oui, donc c'est ça le problème. Sauf que le Maroc, on ne peut pas faire de comparaison. Moi, je dirais que c'est plus un outil qui est utilisé justement par les forces en place, ce réseau qui a été placé et qui essaie depuis tout le temps, parce que quand on revient dans l'histoire, la création du Maroc tel que c'est maintenant, c'est une trouvaille française. Pour garder sa mainmise sur le nord de l'Afrique, notamment, et l'Afrique de l'Ouest. Hicham Lahmisi, vous partagez cette analyse. Est-ce qu'il y a une volonté de vengeance de ces nostalgiques de l'Algérie française? Parce qu'on le voit, à chaque fois qu'il y a ce rapprochement entre Alger et Paris, ils interviennent. Kamal Mansari l'a dit. Oui, effectivement, il y a une mémoire coloniale qui n'a toujours pas été gérée. Ça, c'est une évidence. Et j'irai même un peu plus loin. C'est qu'aujourd'hui, sous la présidence du régime d'Emmanuel Macron, nous nous retrouvons dans une situation absolument incroyable où Macron avait évoqué la question d'une demande d'une reconnaissance et d'une demande de pardon pour les crimes qui ont été commis durant la colonisation française en Algérie. Et en quelques années, quelques temps, nous nous retrouvons dans une situation où, en fait, on a un leadership français présent très fortement dans les médias d'information qui essaie, en fait, de casser un problème psychologique et moral profond, en fait, chez ces élites françaises. C'est le sentiment de culpabilité qui existe, en fait, à l'égard de l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils attendent bien de la part des Algériens, à travers toutes ces questions mémorielles, qui en réalité, de mon point de vue, n'auraient jamais dû être traitées. Il y a deux mémoires différentes. La mémoire des Algériens ne peut pas être la mémoire des Français. C'est impossible. Et ça, c'est mon point de vue. Et ce que je considère, c'est que on aimerait qu'en fait, que les Algériens se départissent de cette histoire, abandonnent le récit qui est le leur, des crimes qu'ils ont vécus, des crimes génocidaires. Sur l'ensemble de la colonisation, on est à 3 à 5 millions d'Algériens sacrés, tués. C'est une véritable politique d'extermination. Il faut comprendre que les Algériens ont vécu ce que les tribus d'Amérique du Nord, les tribus indiennes d'Amérique du Nord, ont vécu. Et en réalité, le destin des Algériens devait être celui des tribus indiennes d'Amérique du Nord. Du coup, les Algériens s'en sortent très bien d'un point de vue historique. Et ce que veut aujourd'hui le leadership français, c'est que l'Algérie se départisse de cette mémoire afin que la conscience, entre guillemets, morale des élites françaises, entre guillemets, eh bien, soit assouplie et puisse rejeter ce fardeau qui lui pèse. Et du coup, comme le scénario ne va pas dans ce sens, alors il faut diaboliser l'Algérie actuelle pour essayer de légitimer au final ce qui s'est déroulé. Et c'est ce qui explique pourquoi nous avons entendu Marine Le Pen nous dire la semaine passée, ou il y a quelques jours,
bien que la colonisation n'était pas une tragédie ou un drame. En réalité, c'était une tragédie ou un drame, c'est une abomination. On n'a peut-être pas utilisé les bons termes. D'où la présence de tous ces intellectuels sur les plateaux télé. Vous êtes d'accord avec moi, Gamal Abina? Ces intellectuels qu'on voit sur les plateaux télé et qui dénigrent l'Algérie. Vous savez, c'est pas les intellectuels. À partir du moment où il y a quelqu'un qui a une posture de propagandiste, c'est déjà un propagandiste. Un intellectuel, il réfléchit, il accepte le contradictoire, il accepte le débat d'idées, il accepte peut-être de remettre en question ses préconçus. Il est humaniste par vocation. Oui, nécessairement humaniste. Et il semble marginalisé. Et très souvent gauche d'ailleurs demeurant. Moi j'allais dire simplement, c'est quand on voit une Ségolène Royal s'exprimer, elle parle avec le cœur. Quand on voit une Le Pen, elle parle avec la haine. Le Pen heureusement qu'il existe tous ces voix de la sagesse. Elles sont peu entendues, elles sont gauche, peu entendues, les filles, un peu de PS, mais en règle générale, c'est plutôt la droite, extrême droite. J'allais dire, rappeler plusieurs choses. La première, d'abord, c'est que l'extrême droite française philosémite, ça n'existe pas. Ces hypocrites détestent les juifs, mais comme Balfour à l'époque, ils se disent, bon, des colonialistes comme nous, ça nous va bien. Voilà. Ils se disent, il y a les colonialistes en Palestine, on est colonialistes, ça nous convient. Donc c'est juste une alliance de circonstances. Ensuite, l'extrême droite agit au moment où la France va mal économiquement et elle va très mal. Et il se trouve que de l'autre côté, l'Algérie, dépendant, c'est qu'il y a une croissance économique soutenue, qui est confirmée par la Banque mondiale, on ne l'invente pas, avec une diversification qui est déjà active sur le pays, on l'oublie toujours, hein, l'Algérie est très diversifiée en intérieur et elle commence à être diversifiée à l'export. Elle commence à monter en puissance. L'Algérie a des partenariats économiques extraordinaires avec certains pays européens, parce qu'elle fait du cas par cas, et elle a raison, l'Espagne aujourd'hui, l'Italie, l'Allemagne, j'en passe, et l'Algérie surtout a des positions de principe que les Français ne peuvent pas accepter, parce que la France est d'Israël et que l'Algérie n'est pas. Donc ça, c'est les éléments qui rentrent en considération. Deuxième aspect, on a beaucoup de hurluberlus, hein, je parle de Driancourt, ce rigolo, qui n'est pas très intelligent, mais qui passe son temps à dire la même chose. On parle de Le Pen qui parle d'un passé soi-disant qui ne devrait pas passer, mais elle dit non, c'est pas très grave ce qui s'est passé. Ben, je rappelle juste que 4 ans de colonisation nazie en France, ils ont pleuré pendant 80 ans. Oui. 4 ans, pas plus. Il n'y a pas eu des massacres de masse, il faut être très clair, c'est 300 000 morts à peu près. Et c'est essentiellement des soldats français qui étaient morts. Et là, 132 ans de barbarie coloniale, pour elle, c'est pas grave. Moi, je vais dire simplement, c'est que si elle avait les cartes de sa famille qui avait été exterminée dans cette barbarie, elle dirait peut-être pas la même chose, sauf que madame est ignorante de l'histoire. Elle n'est pas brillante, on le savait déjà. Elle est ignorante et dogmatique. Et le dogmatisme, il a quoi? Il a 2 œillères qui l'empêchent de réfléchir et de penser et de voir ailleurs que dans son petit précaré. Donc je dis simplement que la problématique aujourd'hui entre la France et l'Algérie, c'est quoi? C'est la provocation de certains idéologues français qui continuent tout le temps. Et revenons à l'histoire quand même. Quand on voit par exemple un Kamel Daoud, ce plaisantin qu'on prétend être un intellectuel, qui a quand même écrit un livre lui aussi très très tendancieux, comme d'ailleurs son copain Sorsal qui parle du village allemand, où les Algériens seraient nazis maintenant, vraiment n'importe quoi. Ouais. Eh bien on voit un Kamel Daoud qui va souffler à l'oreille de M. Macron et lui dire, parce que M. Macron est influencé, les Algériens sont des gens qui ont une rente mémorielle. Je répète à nouveau, la rente mémorielle, si elle existe, elle est entretenue par la France. Si la France demande pardon à l'Algérie, plus de rentrée mémorielle. Donc c'est eux qui la veulent, cette rente. C'est eux qui reconnaissent pas leur crime et c'est eux qui veulent l'alimenter. Et simplement, pour finir mon propos, un intellectuel, comme je le disais, il réfléchit, un dogmatique ne réfléchit pas, et un intellectuel n'est pas instrumentalisé par des courants de pensée qui sont extrémistes. Donc aujourd'hui, la France a des problèmes économiques et provoque l'Algérie. Combien de provocations? Macron, l'Algérie a été créée par la France. Ensuite, on a eu Sansal qui nous insulte à longueur de journée. L'Algérie n'existait pas, elle appartenait à la Tunisie, au Maroc, bref. Ensuite, c'était rien pour lui. Ensuite, on a une multiplication de sorties de la part d'Adrien Cour qui finit par influencer les autorités françaises en disant ouais, il faut peut-être contrôler leurs ambassadeurs, leur représentation diplomatique, ce genre de choses-là sort. Mais c'est en permanence. Les offensives d'un côté, l'Algérie ne répondait que très peu. Il n'y a que maintenant qu'on répond. Et bien aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut une relation saine entre 2 grandes puissances ou est-ce qu'on veut une relation délétère entre 2 pays qui ne peuvent pas se tourner le dos? Je pense que la réponse est dans la question. Donc il y a aussi, Kamal Mensari, cette volonté de stigmatiser les Algériens en France en multipliant les mauvais traitements, etc. Donc l'Algérie avait réagi. À propos de la rente mémorielle, bien sûr, elle est entretenue par la France. C'est-à-dire que lorsqu'on nous accuse de rente mémorielle, nous sommes les victimes, nous avons été colonisés. C'est-à-dire même si c'est notre droit de crier, de rappeler à la France son hégémonisme et ses massacres en Algérie. Donc c'est une histoire vraie. Donc lorsqu'ils parlent de bienfaits, quels bienfaits, à part toutes les routes et les hôpitaux qui ont été construits, ils ont été construits sur le dos des Algériens pour le bien-être du colon. Par des Algériens aussi. Et par les Algériens, merci. Par les Algériens. Tout à fait. Pardon? Et par les Algériens. Oui, par des Algériens pour le bien-être des Français. Oui. Donc c'est ce que je dis. Donc forcément, donc, on a utilisé l'Algérien comme un esclave, l'indigène a été un esclave. Et aujourd'hui, qui glorifie le colonialisme? Le colonialisme, c'est bien la France. À Paris, il y a bien une avenue
devenu Thomas Bugeaud, c'est un génocidaire. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a criminalisé. Si vous allez, par exemple, c'est partout des monuments qui glorifient le colonialisme et le massacre. Vous allez à Nancy, par exemple, vous allez trouver un petit lieutenant qui a massacré des Algériens, mais tué à Boufarik par des Algériens. Donc on le glorifie, donc on lui a construit un monument. Donc on est toujours dans cette logique de dire que même si on a massacré des Algériens, tous ceux qui ont tué en Algérie, on les glorifie. Donc forcément, ça reste une blessure qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui. Et même pour aujourd'hui, quand la question de la rente mémorielle est évoquée, elle est évoquée juste pour justement un petit peu gêner l'Algérie ou la déstabiliser, alors que c'est moi la victime, c'est moi qui a été colonisé, donc j'ai le droit de reprendre, j'ai le droit d'exiger des réparations. Je ne demanderai pas des excuses parce qu'aucun Algérien digne de ce nom n'accepterait les excuses de la France, parce que le colonialisme, c'est un crime qui est inexcusable. C'est le crime de tous les crimes, la matrice des crimes. À Nuremberg en 1946, lorsqu'on a classifié les crimes de masse, de génocide, on a bien dit, mais le colonialisme, personne n'en parle. Aujourd'hui, lorsqu'on est dans cette logique de répondre à un pays, pourquoi la France nous dit de ne pas parler de notre passé colonial? Parce que ce passé colonial lui renvoie la figure, sa réalité, tout ce qu'elle prétendait être une nation de lumière, une nation de droits de l'homme. L'Algérie lui renvoie cette image-là et elle veut le mettre sur le tapis ou nous faire taire pour ne pas en parler. Maintenant, la stigmatisation continue. On va y revenir. J'aimerais quand même, Abdelkader Sofi, le faire réagir sur la rente mémorielle. Vous voulez réagir, monsieur Sofi? En fait, moi, avant de parler de la stigmatisation des Algériens. Je voulais dire qu'en définitive, la rente mémorielle pour les Français est un excellent moyen d'entretenir ce clivage et surtout de maintenir cet état d'esprit à chaque fois qu'il y a crise en France. Mais je voulais dire aussi une chose. Quand on parle de racisme français, qui sont les Français d'abord? Qui est français? Sachant que les Gaulois, leurs ancêtres, c'est des païens qui sont venus du Danube et qui ont été civilisés par César en 59 avant, et qui a ouvert les voies du commerce et qui a aussi donné cette possibilité de se développer après. On oublie que quand la France est venue coloniser l'Algérie et que nous avons qu'en France, il y a l'osmanien, cette architecture qui a été volée ici en Algérie, qui existait bien que Paris ne soit refaite. Les immeubles osmaniens existaient bien avant. Bien avant, justement. Et que l'architecture algérienne, qui est de l'Empire zéride, et qui a inspiré l'Andalousie, elle est algérienne, ça veut dire que la civilisation existait ici bien avant. Y compris l'État. Y compris l'État. Quand les Français sont venus ici, d'ailleurs, il y a un chercheur allemand, je pense, qui disait que je suis venu en Algérie, j'ai trouvé que les Algériens étaient très cultes, très cultivés, et qui parlaient au moins 2-3 langues. Alors que les incultes, c'était ceux de l'Europe. René Vauthier disait, sont très bien aussi. Là, on nous reproche de parler de rente mémorielle. Je vous laisse rebondir sur la stigmatisation des Algériens en France. Oui, mais ce qu'il a dit est intéressant parce qu'il faudrait... vous savez, ceux qui tenaient les registres... Les historiens. Oui, ceux qui tenaient les registres à partir de 1830, ce sont les Américains. Et les Américains, dans toutes les publications américaines, les premiers colons qui sont venus, les 300 premiers colons, étaient des bagnards. Donc, les 37 000 colons qui étaient en Algérie à partir jusqu'à 1837 étaient justement des gueux. C'est-à-dire, parce que la France était en pleine famine et l'Algérie a essayé de lui fournir du blé et tout pour justement permettre aux Français de se nourrir, eux qui faisaient face à la famine. Maintenant, pour la stigmatisation, c'est devenu une monnaie courante en France. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez faire de la politique et réussir à insulter le musulman et insulter l'arabe, insulter le maghrébin, c'est le tremplin pour arriver rapidement. Le parcours d'Éric Zemmour est symptomatique. Sarkozy, surtout. Oui, mais non, Sarkozy, au moins, il a fait au moins une carrière politique au sein des partis, mais lui, il est sorti de néant. Donc, Éric Zemmour devient, comme par hasard, non seulement un homme politique,
mais il devient candidat à la présidentielle. Avec quoi? Avec un seul discours, la haine du musulman, la haine de l'étranger et le fait et de l'Algérien. Oui, l'Algérien, c'est le package, tu vois. On est dans le package. Nous sommes dans une logique. La stigmatisation de l'Algérien fait vivre. Il est devenu un terreau, un socle électoral pour de nombreux de l'extrême droite, parce que lorsque vous êtes dans une crise économique, avec quoi vous enfumez le peuple? Avec des sujets périphériques, comme la menace. Enfin, à chaque élection en France, le musulman, l'extrémisme ou bien la sécurité est posée. Alors que les véritables problèmes, tels qu'ils ont tous les bons Français, tous les bons économistes, parlent de quoi? Parlent de la crise économique, parlent de la question du recul de la France en Europe, au sein de l'Europe. Elle n'est plus ce qu'elle était. L'industrie est en train de se déglinguer. Donc, il y a un grand problème d'endettement. À chaque fois, le président, il faut simplement une seule indication. Chaque 1er janvier, lorsqu'un président français s'adresse aux Français, qu'est-ce qu'il dit? Que l'année précédente était difficile. Et c'est presque devenu comique. Que la France est en pleine crise. Mais pour un petit peu détourner le regard, c'est comme a fait Napoléon. Napoléon, qu'est-ce qu'il dit? Pour distraire les pibèdes, il faut quelques rochers. Donc les quelques rochers sont les Algériens et bien évidemment les migrés ou les musulmans. Donc c'est pour cela que ça fait recette. On va s'attaquer aux musulmans. Oui, ça fait recette de s'attaquer aux Algériens. Et c'est comme le font aujourd'hui. Lorsque Driancourt, qui était un ambassadeur ici en Algérie, on l'a connu. On connaît son niveau. Nous, les journalistes, on connaît son niveau. C'est quelqu'un de vraiment faible sur le plan. C'est-à-dire, à part faire des plaisanteries, il n'a rien dans le ventre. On le connaît très bien. Donc, forcément, quand il est parti, parce qu'il n'a pas trouvé les gens qui répondent à son désiderata, il est parti aigri. Il y a peut-être d'autres raisons aussi. C'est pour ça. Oui, bien évidemment, mais il vit que ça, attention. Lui, il vit que de ça. Il n'a plus rien d'autre à faire que de vivre de ça. Il y a encore ces relais. Hicham Lahmi, si vous voulez peut-être réagir en stigmatisant les Algériens aujourd'hui, on s'éloigne un petit peu des véritables problèmes des Français. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais dire deux choses. Une chose très importante, c'est que les Algériens n'ont pas de leur histoire qui est multimillénaire et de leur patrimoine, de leur culture. Il faut savoir qu'au moment où l'Algérie a été colonisée, l'Algérie est un territoire particulièrement prospère. Il faut savoir qu'à un moment donné, les États-Unis payaient un tribut à l'Algérie. Il faut savoir qu'on a eu 3 guerres entre les États-Unis et l'Algérie. Il faut savoir que la création de l'US Navy, c'est à cause de la marine algérienne. Tout simplement, c'est quelques rappels pour dire que si l'Algérie n'a pas une histoire qui s'inscrit peut-être dans les frontières de l'Algérie moderne, comme tout l'ensemble des pays du monde, n'a pas une histoire qui s'inscrit dans leurs frontières actuelles, l'Algérie a une grande histoire. Il faut savoir que lors de la bataille de Nice au XVIe siècle, ce qui sauve la France, en fait, du découpage entre les deux puissances Habsbourg, ce sont des Algériens. D'ailleurs, à Sète, on a créé à partir d'une église une espèce de mosquée pour permettre à ces Algériens de prier, et ce sont eux qui sauvent la France et qui font en sorte que la France existe encore aujourd'hui. Oui. J'ajouterai encore un mot. À Alger, on a le palais de la Janina, que vous ne connaissez pas puisque la France l'a détruit. Et vous savez pourquoi ce palais a été détruit? Ce palais a été détruit parce qu'on considérait que ce palais était encore plus beau que le palais de l'Alhambra de Grenade. Et lorsque vous avez visité le palais de l'Alhambra à Grenade ou l'Alcazar à Séville, vous imaginez qu'à pu être justement Al-Janina, qui devrait être reconstruit à l'identique, d'ailleurs aujourd'hui, en Algérie. Tout cela pour dire que l'Algérie est dénigrée pour ce qu'elle est, mais elle est dénigrée aussi aujourd'hui parce qu'en France, eh bien, on cherche un échappatoire, utilisant justement l'image du bouc émissaire. Et je terminerai sur un point. Ce qui est malheureux, c'est que la France, avec sa grande histoire, s'est déshonorée de cette passe actuelle avec l'Algérie et ne s'est pas profité des opportunités économiques et des opportunités absolument énormes qui peuvent exister dans le cadre d'un vrai partenariat, se basant notamment sur une diaspora algérienne très importante pour nous, car en fait la France et l'Algérie, tout a gagné à travailler ensemble.
Il est bon de rappeler toutes ces vérités historiques, Gamal Abina. Il nous reste 3 minutes pour faire un dernier tour de table, Kamal Mansari. Une chose historique qui est importante à propos du palais de la Djinna. Il y a encore quelque chose de plus beau, qui était le masjid de la mosquée Saïda à Alger, qui était très beau, l'une des meilleures mosquées. Elle a été détruite avec l'hôtel qui se trouvait, tout le centre Alger, pour justement construire des routes. Mais aussi, donc, dans l'histoire, il faudrait... Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Bonnefond qui parlait de 12 ans en Algérie. Lorsque l'armée française est arrivée, le 14 juin, ils sont entrés, ils étaient déjà installés à Cap Matifo le 27 mai, ils voyaient Alger, c'était une très belle ville. Oui. C'était bien construit, des belles villas. Et l'Algérien, rappelons une chose, l'Algérien, qu'on disait qu'il était lettré, 93% des Algériens étaient lettrés, c'est-à-dire qu'ils savaient lire et écrire, contrairement à la population française. Gamal Abina, Hicham Lahmisi a parlé du rôle important que doit jouer la diaspora ou la communauté algérienne établie en France. Oui, parce qu'on a un peu pris en otage dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est là-bas, que si jamais on veut taper, on peut nous taper dessus. D'ailleurs, on nous contrôle à l'aéroport de façon excessive. Mais j'allais dire simplement, c'est que cette opportunité qui est réelle, avec des gens très bien formés, est une possibilité de pont entre les deux pays. Et j'ai envie de dire simplement, pour finir mon propos, M. Macron aujourd'hui doit se départir de cette extrême droite. Il est pris en otage par ces courants. Ça ne lui a pas profité. Abdelkader Soufi. En tous les cas, je pense que ce balbutiement ne dérange nullement l'Algérie, parce que l'Algérie avance finalement. Voilà. Merci Abdelkader Soufi pour ce mot de fin. Il faut que les Français comprennent qu'ils ont eu une chance en 1830, elle ne se reproduira plus. Kamal Mansari, merci beaucoup. Merci à Gamal Abina pour votre éclairage. On remercie également Hicham Lahmisi qui était avec nous depuis Genève. On arrive à la fin de ce numéro d'Enjeu. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Canal Algérie.